Alors, l'Algérie va nous amener tout naturellement au pays voisin, c'est-à-dire le Maroc, donc Le grand voisin. que vous connaissez bien, Bernard Lugan, et auquel vous consacrez donc cette histoire du Maroc des origines à nos jours, publiée aux éditions Ellipse, hein. Un livre dans lequel on retrouve les qualités qui caractérisent vos ouvrages, c'est-à-dire une densité d'informations très importante, mais ce qui va de pair avec une clarté dans l'expression tout à fait didactique, et le tout accompagné par un appareil de cartes, alors tout à fait remarquable. C'est très rare dans ce genre d'ouvrage de bénéficier de cet apport très important sur le plan pédagogique pour ceux qui entendent vraiment étudier en profondeur l'histoire d'un pays, ici en l'occurrence le Maroc. Alors, tous mes livres ont un appareil de cartes et j'ai une formation de cartographe également, parmi les multiples cordes à mon arc, et je vais toujours privilégier la carte. Mais non pas la carte telle qu'on la voit trop souvent, qui embrouille la question, mais la carte qui au contraire fait la synthèse de la question. Une carte très simple, très claire, mais qui explique ou qui permet d'ancrer certaines idées. Et moi, je travaille toujours avec des cartes. C'est fondamental. Et dans ma revue L'Afrique réelle, tous les articles sont illustrés de cartes en couleur, parce que j'ai la chance de travailler sur Internet et par PDF. Donc là, je peux vraiment faire des cartes en couleur, et c'est très utile très utile. Une question à propos de votre ouvrage, Bernard Lugan. Monsieur Lugan n'avait-il pas déjà écrit une première histoire du Maroc avant celle qui vient de sortir? Alors oui, mais c'est pas le même livre. C'est pas le même livre pour une raison très simple, c'est que mon histoire d'années, je crois. Ma précédente histoire du Maroc est sortie en 1989. Ah bon, en effet. Réédité telle quelle en 2000. Sans correction, parce que l'éditeur de l'époque était tellement radin qu'il n'a pas voulu actualiser parce que ça coûtait trop cher. Donc j'ai ressorti la même édition, donc sans pouvoir actualiser. C'est un livre totalement différent. Pourquoi? Parce que entre la fin de la décennie 1990 et aujourd'hui, l'historiographie a considérablement avancé. Elle a avancé dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de l'histoire ancienne, du Maroc avant le Maroc. Il y a eu des découvertes formidables qui ont été faites quant à la réalité de l'implantation romaine, quant à la réalité du christianisme, on en parlera tout à l'heure. Également, pour ce qui est de toute la période pré-protectorat, la grande histoire marocaine, parce qu'il y a eu énormément de travaux par les collègues marocains, et les jeunes collègues marocains qui ont soutenu des dizaines de thèses. Et je rends toujours un hommage très vibrant à l'université marocaine, parce que les Marocains ont conservé le grand côté qui était le grand côté universitaire français qui n'existe plus en France. C'est-à-dire qu'ils ont conservé cette excellence avec les thèses de doctorat. Ils ont conservé les grandes thèses. Alors qu'en France, maintenant, on fait des petites thèses qu'on bâcle en 3-4 ans, genre PhD américain. Ils ont conservé ces grandes thèses qui permettent vraiment d'être exhaustifs et de renouveler en profondeur un sujet. Et il y a eu des découvertes formidables qui ont été faites par les historiens marocains, notamment sur le rôle de la mer au Maroc. On pensait que le Maroc était tourné dos à la mer, mais pas du tout. Au XIXe siècle, il y avait le dos tourné à la mer. Mais au XVIIe, au XVIIIe et même avant, le Maroc était une puissance maritime. Le Maroc, l'histoire a totalement changé également, parce que quand j'ai écrit mon livre dans les années 90, nous étions en plein règne du roi Hassan II. Et toute la période contemporaine a totalement été bouleversée. Il y a eu la question du Sahara, il y a eu le changement d'orientation de la politique marocaine, il y a eu la refondation de la monarchie marocaine. Et je reviens toujours aux découvertes historiographiques, ce qui fait que ce n'est plus du tout le même livre. Alors bien sûr, on va retrouver les Almohades, les Almoravides, etc. Et même là, il y a eu des découvertes formidables, parce que là, ce sont les historiens espagnols qui ont beaucoup travaillé sur la question. Et j'ai intégré l'historiographie la plus contemporaine. Non, c'est un livre totalement différent de celui que j'avais écrit il y a 25 ans. Comme mon histoire d'Afrique du Sud, d'ailleurs. L'histoire d'Afrique du Sud que j'ai publiée il y a 1 an est une histoire totalement différente de l'histoire que j'ai publiée en 1986,
parce qu'il y a toute une dimension ethnique qui n'apparaissait pas à l'époque et que j'ai intégrée sur la longue durée et qui ne se trouvait pas dans le livre. Et puis c'est un pays qui a totalement changé. Le Maroc de Mohamed VI a autant changé par rapport au Maroc d'Hassan II que l'Afrique du Sud de l'époque de Botha par rapport à l'époque de Zuma. Et l'évolution politique a fait que se sont ouverts des champs de recherche historique en amont. Et ces champs de recherche historique, totalement inconnus en France, je les ai intégrés dans mon livre. Et puis je crois que vous avez fait une part importante, vous avez laissé une part importante à la question du Sahara occidental, qui est une pomme de discorde évidemment permanente entre Maroc et Algérie. Nous aurons l'occasion donc d'en parler. En tout cas, ce que vous nous dites là, évidemment, nous met l'eau à la bouche, puisque toutes ces nouveautés, toutes ces lectures différentes du passé marocain, on va vous demander de nous éclairer évidemment à leur sujet. Et vous avez commencé à évoquer tout à l'heure la période antique. Alors pour ce qui est de la Mauritanie avant la conquête romaine, quels sont les éléments nouveaux qui ont été mis en lumière au cours des dernières décennies? Eh bien, premier élément, un royaume de Mauritanie existait. Deuxième élément, les Romains n'ont pas fondé Volubilis. Volubilis existait avant Rome. Rome a développé Volubilis, mais Volubilis était une des capitales du royaume de Mauritanie. Troisième grande nouveauté, qui est vraiment très importante, l'on nous dit la division du Maghreb en 3 pays, Tunisie, Algérie, Maroc, est totalement artificielle, sauf bien entendu le Maroc. Pas du tout. Nous sommes très exactement dans le prolongement des grands royaumes berbères. Les grands royaumes berbères, avec le royaume des Massiles, l'actuelle Tunisie, moins Carthage, le royaume des Macéciles, c'est-à-dire entre la Tunisie et la rivière Moulouya, et puis le royaume des Maures, l'actuel Maroc. Donc il y a une entité qui existe à l'époque pré-romaine, une triple entité qui va disparaître ensuite à l'époque post-romaine, à l'époque musulmane. Parce que la seule entité qui va se maintenir, ça va être le Maroc. Tandis que l'Algérie va disparaître. La Tunisie aura une évolution un peu bâtarde, mais c'est une autre discussion. Et c'est une réalité qui est fondamentale. Alors, autre élément tout à fait intéressant, nous avions sur les limites de l'implantation romaine, on a dit beaucoup de choses. Maintenant, nous commençons à être bien renseignés. Le Maroc actuel n'a jamais été profondément romanisé. Il y a une zone qui a été très romanisée, c'est l'extrême nord, la région de Tanger. La région de Tanger, les ports du Rif, mais les Romains ne sont pas rentrés dans les montagnes du Rif. Une petite partie du littoral atlantique, avec quelques points d'escale, comme Lixus, comme Tamoussida, comme Salah, peut-être Mogador. Qui était d'anciens comptoirs carthaginois. Oui, qui étaient pour la plupart des comptoirs carthaginois. Et à l'intérieur, les Romains avaient en fait installé une pénétrante jusqu'à Volubilis, et au sud de Volubilis avaient 2 ou 3 petites garnisons, dont Tokolosida et Elgour. Et ce qui est frappant, c'est de voir qu'à l'ouest de Volubilis, à l'est de Volubilis, tout le Moyen Atlas est inconnu des Romains, la vallée de la Moulouya est inconnue des Romains, et les Romains ne passaient pas de leur zone de l'actuelle Algérie à l'actuel Maroc par voie de terre, mais par voie maritime. Ouais. Très rapidement, dès le IIe siècle. Ce qui fait que très tôt, Rome va se replier sur, même pas le Maroc utile, sur la partie du Maroc qui flanque les Espagnes. C'est-à-dire que la présence romaine va s'installer sur le littoral du Rif jusqu'à Tingi, d'où la Mauritanie tingitane, Tingi, pour couvrir le flanc sud de l'Espagne. Et entre à peu près Alger, actuel, à peu près grosso modo, et l'actuel Maroc, mais c'est une zone qui va être très largement abandonnée. Abandonnée à qui? Dès le IIe siècle, aux tribus berbères nomades, qui poussent vers le nord, qui poussent des irruptionnes
qui poussent des mouvements vers l'intérieur du pays. Et la présence romaine va être excessivement dense dans l'actuelle Tunisie, dans l'est de l'actuelle Algérie, zones qui vont être profondément christianisées, alors que toute la partie de l'actuel Maroc va être très peu touchée par la christianisation. Par exemple, nous savons qu'au IVe siècle, il y a environ 550 à 600 évêchés, entre Benghazi et Tanger. Mais dans l'actuel Maroc, il y en a 2. Seulement 2. Parce que cette zone n'est pas christianisée. Les Berbères vont passer directement du paganisme à l'islam. Et ce qui n'était pas le cas dans l'actuelle Algérie, ce qui n'était pas le cas dans l'actuelle Tunisie. D'ailleurs, ce qui est tout à fait frappant, y a-t-il un lien de cause à effet? Je ne sais pas. L'historien se borne à constater cela. C'est que, à aucun moment, les Berbères marocains ne vont combattre l'islam. Ils vont se rallier tout de suite à l'islam. Mais un islam particulier. Ils vont le mettre à leur sauce. Tandis que les Berbères d'Algérie, donc les Kabyles, vont lutter contre l'islam. Et ils vont lutter pendant un siècle. Ils vont se regrouper, ils vont mener la vie dure, ils vont plusieurs fois chasser, aidés par les Byzantins, ils vont plusieurs fois chasser les arabo-musulmans qui vont s'installer à Kérouan, qui vont pousser des raids de plus en plus profonds. Tandis qu'au Maroc, nous sommes très mal renseignés sur la question, mais nous n'avons pas de traces de résistance berbère à l'islam. Parce que les conquérants arabo-musulmans qui arrivent dans l'actuel Maroc vont avoir l'intelligence de comprendre que le monde berbère marocain est un monde qu'il vaut mieux ne pas se braquer, et ils vont laisser les Berbères marocains vivre leur vie traditionnelle, et ils vont simplement leur demander l'adhésion à l'islam. Vont arriver les Arabes physiques et ethniques plus tard. Et ce sont d'ailleurs ces Berbères marocains, ceux du Rif, qui vont fournir les contingents de la conquête de l'Espagne à partir de 711. Ils vont passer du paganisme à l'islam, conquête des Espagnes. Et ce phénomène est tout à fait intéressant parce que les Arabes vont arriver beaucoup plus tard et le premier royaume marocain, le noyau du premier royaume marocain, va être fondé pourtant par un Arabe, Idriss. Idriss, qui est un Alide, qui est un membre de la famille du prophète, qui est obligé de fuir l'Arabie au moment des persécutions alides, et qui va se réfugier. Alors son frère va s'installer à Tlemcen, et lui va s'installer à Volubilis. Et là, il va avoir, ou la chance, ou le hasard, on ne sait pas, il va s'installer au cœur de la confédération berbère qui tient tout le nord du Maroc. Et la tribu des Berbères qui le reçoit était une tribu qui était originaire de Kabylie. Et cette tribu avait migré, s'était installée dans la région, et cette tribu va donc l'accueillir, et Idriss va, à partir de cette tribu, fonder le premier noyau de l'État marocain. Mais il n'y a pas d'Arabes ethniques à l'époque au Maroc. Idriss meurt, est empoisonné. Son fils, donc Idriss II, qui est donc un métis d'Arabes et de Berbères, va vouloir se dégager de l'emprise de la tribu berbère, sont les Maghraouis, et de son beau-père, et il va quitter Volubilis, Oualili, en arabe, et il va fonder la ville de Fès. Et il va faire venir au Maroc le premier noyau de population arabe, et qui ne vient pas d'Arabie, qui vient d'Espagne. Il fait venir des Arabes, non pas des Berbères, mais des Arabes qui sont en Espagne, et qui vont constituer son premier marzen, sa première administration, ses premiers gardes du corps. Et une évolution va se produire qui est tout à fait intéressante, parce que le monde berbère demeure totalement authentique, encore à cette époque. Le monde berbère marocain va demeurer totalement authentique jusqu'au XIIIe siècle, jusqu'au XIVe siècle même. Et ce monde berbère marocain, qui a accepté l'islam d'entrée de jeu, va paradoxalement refuser l'arabité.
Et il va jouer de l'islam contre les Arabes. Alors, suivez-moi bien. Les Berbères marocains vont être systématiquement des dissidents religieux, tant que ça va les arranger. C'est-à-dire qu'ils vont chaque fois épouser les dissidences religieuses qui affaiblissent le califat, vu comme la conquête de l'Orient et des Arabes. Mais l'islam ne les dérange pas. Mais la présence arabe, oui. Et ils vont ainsi embrasser l'hérésie kharidjite. Les Berbères sont des kharidjites. Ils vont être kharidjites. Alors qu'est-ce que le kharidjisme? Alors ne rentrons pas dans les détails philosophiques et religieux du kharidjisme, ça ne nous intéresse pas. Je ne veux pas d'histoire des religions. Voyons l'aspect politique du kharidjisme. Qu'est-ce que le kharidjisme? Le kharidjisme, c'est la négation du califat héréditaire. Qu'est-ce que l'enseignement traditionnel des califes d'Orient? C'est de dire, nous, tribus arabes, qui avons reçu le message de Dieu par l'intermédiaire du prophète, le dernier, le sceau des prophètes, nous sommes donc les tribus qui sont les tribus aristocratiques détentrices de ce message. Donc, le monde musulman nous appartient. Et la direction du monde musulman doit appartenir aux descendants de ces familles, qui sont les familles de la Mecque, Médine, etc. Et pour eux, l'islam, l'ensemble des zones conquises, qui ne sont plus arabes très tôt, elles vont être syriennes, elles vont être perses, elles vont être asiatiques, elles vont être berbères, elles vont être visigothes, etc. L'ensemble de ces terres est un bien de conquête. Et le califat doit échoir à un membre ou de la famille du prophète ou de ses tribus. Or, les berbères on dit pas du tout. Non, pas du tout. Là, il y a malentendu. Que dit le Coran? Le Coran ne dit pas que le califat appartient pour l'hérédité aux descendants du prophète. Il dit que c'est le meilleur qui doit gouverner, le meilleur des musulmans, de façon très égalitaire. Tandis que vous avez une vision aristocratique et féodale. Tandis que ça peut très bien être un Nubien, un Berbère, un Andalou, s'il est le meilleur. Il n'y a pas cette hérédité dans la dévolution du califat. Ce qui est le moyen pour les Berbères de se dégager de l'emprise arabe. Donc c'est mortel pour les califes. C'est mortel parce que ça remet en cause complètement le principe du bien propre. Alors comment cette rébellion kharidjite s'implante-t-elle au Maroc? Elle s'implante de la manière suivante. Les gouverneurs arabes, le gouverneur arabe du Maroc, a besoin d'argent. Et il demande donc aux Berbères de payer l'impôt, comme les dhimmis, comme les non-musulmans. Et les Berbères disent, mais attendez, pas d'accord, parce que vous ne nous avez pas vaincus. Que les Kabyles de la région de Tunis ou de la région d'Alger payent l'impôt, peut-être, parce qu'ils ont été vaincus de guerre. Mais nous avons adhéré à l'islam. Et non seulement nous avons adhéré, mais en plus, c'est nous qui avons fait la conquête de l'Espagne. D'ailleurs, nous avons des fiefs en Espagne que nous ont donnés les premiers conquérants arabes. Donc, si vous nous demandez de payer l'impôt, c'est que vous nous considérez comme des vaincus. Or, nous ne sommes pas des vaincus, c'est de notre plein gré que nous avons adhéré à l'islam. Et c'est ainsi qu'ils vont rentrer dans cette hérésie kharidjite, et ils vont, grâce à l'hérésie kharidjite, repousser le pouvoir arabe. Mais, dès qu'ils auront repoussé le pouvoir arabe, et dès qu'ils seront menacés par des États kharidjites, ils vont revenir à l'orthodoxie, dès lors que le califat ne les menace plus. Donc ils vont jouer, ils vont faire un nationalisme, ils vont procéder à un nationalisme berbère sans en avoir conscience, en jouant chaque fois des contradictions de l'islam. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental dans l'histoire de la naissance de l'État marocain. Oui, on voit déjà là se forger une identité particulière sur une base religieuse, mais qui va s'installer ensuite dans la durée sous des formes différentes au fil des siècles. Avec un islam excessivement syncrétiste qui va, dans le monde berbère, garder
énormément de traits du paganisme. D'ailleurs, l'islam marocain est un islam avec les moussem, avec les fêtes des saints, les marabouts.